Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, je voudrais parler des livres de l'été en commençant par un livre très touchant écrit par René Elkaïm Bollinger à la mémoire de son père et reprenant un petit peu le parcours de son père. Ce livre s'intitule Un zouave sur le front, 1915-1918. Bonjour René. Bonjour. Alors René, je voudrais rappeler aux auditeurs que vous êtes née à Oran, que vous avez été comédienne, professeure de lettres et chargée de mission culturelle au ministère de l'Éducation et journaliste. Pouvez-vous en dire plus? Oui, c'est-à-dire que j'étais journaliste productrice à France Culture pendant 2 fois 10 ans, je pense. Ça fait pas mal de temps, ça fait 20 ans que j'ai fait différentes émissions, dont une de bouche à oreille autour de la nourriture et de l'écriture, de la lecture et des livres. Et donc, le livre sur le zouave, qui s'intitule Un zouave sur le front, 1915-1918, des Dardanelles à la Lorraine, ça c'est important parce que les Dardanelles, on en a peu parlé. C'est vrai. Alors que c'est un véritable saccage, qu'il y a des centaines de gens de toute nationalité. Et j'ai une pensée aussi pour les Australiens qui se sont fait décimer, c'est affreux. On en a peu parlé, c'est très dommage et je pense qu'il faudrait peut-être faire quelque chose pour ça. Voilà. Dont acte, c'est ce que vous faites, René. Voilà, donc les Dardanelles, mais il y a eu aussi la Lorraine, et ça je l'ai vu à partir des textes qu'il a écrits 50 ans après, d'une part sur ses campagnes de la guerre 14-18, d'autre part sur sa vie à Oran quand il était enfant. Donc, si vous voulez, moi je suis partie de la guerre, je l'ai suivi dans toutes ces méandres, et Dieu sait qu'il y en a eu, parce qu'il est allé sur tous les fronts. Il a été blessé, hospitalisé, il est revenu à Oran en permission, mais reparti, et ensuite on l'a maintenu 2 ans, allez savoir pourquoi, de plus, après la guerre, à faire des marches extraordinaires, parcourir toute la France. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il en parle avec une certaine jovialité, que finalement on sent qu'il y avait une espèce de joie de la guerre avec toutes les horreurs qu'il a vues et dont il a été témoin. Et moi, ce qui me frappe, c'est cette espèce de jubilation de la guerre. Il est allé voir des pays qu'il ne connaissait pas, il est sorti de chez lui, il a vu d'autres gens, il a vu des Français de toute origine, c'est-à-dire du Sud, des Bretons. Il a eu un coup de foudre pour les Bretons. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui m'a frappé. C'est vraiment cette espèce de plaisir qu'il partage d'ailleurs avec un écrivain allemand que vous connaissez, qui est je retrouve son nom, c'est un écrivain allemand, Ernst Junger, dans Orage d'acier. Et il dit, la guerre nous avait donc saisi comme une ivresse, grisée de rose et de sang. Et c'est assez extraordinaire de constater que cette ambivalence du plaisir de la guerre et de l'horreur de la guerre, et ce qui m'étonnait, moi, c'était la joie. Mais il était volontaire pour tout, il allait en mission. Par exemple, je vous lis un petit passage. On demandait à un volontaire pour une mission à travers la forêt accidentée, tonitruante d'obus. Tu te proposes alors, parce que c'est moi qui lui parle, évidemment, dans une lettre, comme un écolier impétueux, on te présente le vélo que tu enfourches, et c'est la première fois. Et tu pédales et tu files à l'aveuglette, et tu dis, je me trisse avec ma musette. Et la musette, c'est un objet qu'on a gardé très longtemps à la maison et qui servait à aller faire des pique-niques à la plage. Oh, c'est merveilleux. Voilà. Donc, si vous voulez, je l'ai rapproché de beaucoup d'écrivains. C'est-à-dire, ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, lui, il visait Victor Hugo, il adorait Victor Hugo, il adorait la France, tout ce qui pouvait être un air de France, il adorait ça. Mais en même temps, il n'a pas connu, bien entendu, ni Aragon, ni d'autres écrivains, ni Apollinaire,
Et alors justement, René, si vous permettez, je voudrais quand même préciser aux auditeurs que, à la limite, c'est un livre à plusieurs voix, parce qu'il y a Jules El-Kaïm, français juif oranais, né en 1895, appelé sous les drapeaux en 1915 et versé dans le corps des Zouaves. Il y a la voix de sa fille, en l'occurrence vous-même, René El-Kaïm Bollinger, qui dialogue avec son père par-delà le temps. Et il y a aussi la voix des poètes et des écrivains qui vécurent la guerre, dont Apollinaire, justement. Voilà, c'est ça. Apollinaire, si vous voulez, j'ai travaillé beaucoup sur Apollinaire. J'ai trouvé qu'il pouvait y avoir une rencontre, parce que Apollinaire est allé au chemin des dames, pas loin de l'endroit où mon père s'est trouvé. D'ailleurs, j'y suis allée moi-même au chemin des dames. C'est très beau, c'est au printemps, c'est merveilleux. Il n'y a pas de trace véritablement de cette souffrance, mais on l'imagine. Et Apollinaire a eu le crâne un peu troué, alors qu'il lisait, je crois, un texte au pied d'un arbre, et pas loin de l'endroit où mon père était passé. Donc, si vous voulez, cette rencontre avec Apollinaire, qui en plus a rencontré une fiancée d'Oran, qui avait une fiancée qui a écrit plusieurs lettres, très belles d'ailleurs, à Oran, à la Mure, ce faubourg d'Oran. Et cet ensemble de coïncidences m'a été vraiment droit au cœur, en fait. J'avais envie d'en faire quelque chose, j'avais envie de cette rencontre avec, à la fois avec les écrivains, et mon père qui aimait les écrivains, mais qui n'avait pas, évidemment, il n'avait pas eu la possibilité, étant donné son peu d'études, un certificat d'études, de les lire. Voilà. Alors, René, justement, je sais que vous tenez, il vous tient à cœur de lire un passage, carrément, de la préface, je crois. Oui. Allez-y. Alors, voilà, c'est la préface de Pascal Horry, qui est historien et qui connaît pas mal cette époque. Et donc, la préface est vraiment intéressante. Enfin, moi, elle m'a beaucoup touchée parce qu'il a compris des tas de choses. Et entre autres, ce qu'il rappelle, c'est que sa fille évoque la souffrance du patriote de 14 quand il découvre en 40 que le pays pour lequel il s'est battu ne lui renvoie pas un amour en proportion. Un pays où les survivants de la guerre du monde ne montrent plus autant leurs cicatrices comme mon père faisait, comme l'ancien roi, mais pour certains, leurs tatouages de déportés. C'est important ça parce que, si vous voulez, cette trace de ce qui s'est passé en 40, où j'ai vu le papier, on l'a réinstallé dans la nationalité française après l'avoir évidemment déchu un peu déchu de sa nationalité française ainsi que sa famille. Disons que ça m'a vraiment décidé à écrire autour de lui, autour de cette époque, et aussi autour de choses que j'ai découvertes parce que j'ai beaucoup lu sur ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle en Algérie, en particulier à Oran, et cet antisémitisme absolument effrayant, enfin, vraiment redoutable, qui a, si vous voulez, qui a débuté au moment du décret Crémieux, au moment où les Juifs ont eu la possibilité d'être français, où ça déclenchait des jalousies, et où vraiment l'antisémitisme a redoublé, jusqu'en 14, où j'ai vu des journaux de juifs oranais qui racontent au jour le jour comment ça se passait, et d'autre part, jusqu'en 40, évidemment, où la ville d'Oran et même Alger ont été en première place, plein de zèle pour respecter les édits de Paris, enfin, c'est-à-dire ce qui était recommandé par le maréchal d'État à ce moment-là, et devancer les labels, c'est-à-dire qu'ils ont viré les gens, dont mon frère et ma sœur, mon père et ma mère, de l'administration, l'école, l'administration, puisque ma mère était dans l'école et mon père aussi, et donc ils ont anticipé. Et ça m'a, comme c'est une découverte que j'ai faite en lisant, ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit, il faut le faire savoir, et ça c'est très important. En tout cas, c'est très réussi puisque vous avez réussi à faire passer
ce genre de message. Et le livre se termine bien sûr sur la remise de la Légion d'honneur à René, à votre père, à Jules. Excusez-moi. Alors, il y a eu une Légion d'horreur, mais il y a eu aussi, heureusement, après, la Légion d'honneur. C'est-à-dire, il en était très fier, parce que en 1960, donc il obtient la Légion d'honneur, et surtout, il précise que la Légion d'honneur à titre militaire est bien plus prestigieuse que la Légion d'honneur habituelle, et j'ai une photo de cette Légion d'honneur sur le balcon de Rang, au boulevard Front de Mer, où il est une sorte d'envol comme ça, des rideaux, il y a le vent, il y a la mer, et il est là montrant sa Légion d'honneur, et ça c'est une vision que j'ai beaucoup aimée, d'autant plus qu'il était aussi très ironique par rapport à ce hochet que représentait les Légions d'honneur, mais lui, il l'avait obtenu à titre militaire, et ça c'est très important. Merci René. Donc je rappelle le livre de René Elkaïm Bollinger, Un zouave sur le front, 1915-1918, des Dardanelles à la Lorraine, qui est paru aux éditions de Paris, Max Chaliel. Merci René, à très bientôt. Merci. Nous allons poursuivre cette émission consacrée au livre avec le deuxième roman de Sophie Stern, qui est née en 1969 à Haïfa, que nous avons déjà fait passer à l'antenne pour son premier roman Recommencer ailleurs, qui avait paru aux éditions Avant-Propos. Le deuxième roman paraît également aux éditions Avant-Propos. Alors, le sujet. Quand Elsa Fischer rentre de voyage, personne n'est là pour l'accueillir. Sur son bureau, son compagnon lui a laissé une enveloppe. Anticipant une lettre de rupture, bouleversée et incapable de se résoudre à la lire, elle préfère s'enfuir. Réfugiée dans la maison de famille pleine de charme et désertée par tous, elle espère trouver le courage d'affronter la lettre. Aspirée par la magie du lieu et les souvenirs, elle se laisse emporter par le roman familial. Un père juif allemand caché dans une église qui retourne en Allemagne après la guerre pour comprendre, une séduisante grand-mère, pianiste virtuose qui renonce à son art. Mais le point le plus important est sa rencontre avec Eyal, un mystérieux invité israélien avec lequel s'installe un climat de séduction qui la trouble et la ramène au présent. Ce deuxième roman, Maison de famille, qui a paru aux éditions Avant-Propos, nous plonge dans l'univers bousculé d'une jeune femme qui cherche à prendre possession de sa vie avant que ses chimères et tous ses doutes ne l'engloutissent. À travers le sort d'une vieille maison de campagne, c'est tout le jeu subtil des silences, des rêves, des secrets familiaux qu'explore ce roman. Et en filigrane, une question. Comment sort-on du musée de son enfance? Je vous rappelle, Maison de famille de Sophie Stern aux éditions Avant-Propos.
je propose de terminer cette émission consacrée aux livres pour l'été, de et pour l'été, avec le livre de Ruth Zilberman, La direction de l'absent, qui a paru aux éditions Christian Bourgeois et dont je vais vous résumer un petit peu le sujet. Lui qui n'avait jamais jusqu'ici été qu'une ombre morte, il avait été vivant. La lettre nous le disait, il était peut-être encore. Cette certitude transfigurait la maison de banlieue. Le salon était envahi par une présence qui occupait les lieux. Derrière nos fauteuils, à côté de nos corps et nos visages, près du visage douloureux de Pessia, des mains inquiètes de maman, près de nos pieds ceux de Judith et les miens bien calés sur le sol. Ovadia avait bondi hors de sa relégation. Il avait parcouru les lieux et les années. Il avait traversé les frontières, mi-fantôme, mi-homme. Il avait bouleversé les successions normales du temps et de la mémoire pour nous apparaître. Et cette apparition, c'était un tourbillon du sang neuf en instance de rapatriement. Je vous conseille tout particulièrement ce livre et d'ailleurs les trois. Je vous encourage à lire vraiment pendant vos vacances avec beaucoup de sérieux ces trois œuvres. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.